Avez-vous déjà ressenti cette sensation physique de vide, comme si une partie de votre anatomie manquait à l'appel? Ce vertige n'est pas une simple métaphore poétique sur le manque. C'est un signal d'alarme brutal envoyé par votre cerveau, une détresse biologique qui nous révèle que, pour notre système nerveux, perdre un lien d'attachement équivaut presque à perdre un membre vital. Pour saisir la véritable ampleur de ce que nous nommons l'attachement, il est indispensable de quitter un instant la sphère purement psychologique pour plonger dans la machinerie microscopique de notre survie. Nous avons tendance à percevoir nos relations comme des contrats sociaux ou des échanges émotionnels agréables. Mais pour votre cerveau, l'enjeu est d'une toute autre nature. Il est vital. Lorsque vous tissez un lien profond avec un être, vous ne faites pas qu'ajouter une présence à votre quotidien. Vous initiez une transformation fondamentale de votre équilibre biologique. Dès les premiers instants d'une connexion significative, votre système nerveux, qui scanne en permanence l'environnement à la recherche de signaux de sécurité ou de danger, identifie l'autre non plus comme une variable extérieure, mais comme un sanctuaire physiologique, un point d'ancrage nécessaire à sa propre stabilité. Il faut comprendre que le corps humain est obsédé par l'homéostasie. Cette quête incessante et coûteuse en énergie pour maintenir nos constantes, température, rythme cardiaque, niveaux hormonaux, dans une zone de viabilité optimale. En temps normal, un individu gère cette charge métabolique seul. Cependant, l'attachement permet de mettre en place ce que la science nomme une régulation psychobiologique partagée. C'est un phénomène fascinant de synchronisation involontaire. Lorsque nous sommes attachés, nous commençons littéralement à sous-traiter une partie de notre régulation nerveuse à l'autre. Nos rythmes respiratoires s'alignent subtilement, nos cycles de sommeil s'harmonisent, et la simple proximité de cette figure d'attachement suffit à moduler notre tension artérielle ou à apaiser la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Nous devenons à un niveau cellulaire, un système ouvert, une boucle biologique qui ne se ferme et ne s'apaise qu'en présence du partenaire. Cette symbiose va encore plus loin dans l'architecture même de notre cerveau. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau construit une représentation interne du corps, une sorte de carte somatique qui lui indique où se trouvent nos membres et comment ils se sentent. Dans l'attachement profond, cette carte est mise à jour pour inclure l'autre. L'être aimé n'est plus traité par vos circuits neuronaux comme un objet du monde extérieur, mais il est encodé comme faisant partie intégrante de votre propre soi biologique. C'est pour cette raison que l'attachement crée une dépendance qui ressemble, chimiquement, à celle des substances opiacées. Les circuits de la récompense et de la douleur sociale utilisent les mêmes voies neuronales que celles de la douleur physique. Nous ne sommes donc pas simplement face à une habitude affective, mais face à une réalité anatomique où les frontières de l'individu deviennent poreuses. Votre système immunitaire, votre résilience face à l'anxiété et votre capacité à réguler vos émotions sont désormais imbriqués dans la physiologie de quelqu'un d'autre, créant une unité fonctionnelle où deux organismes distincts opèrent comme un seul corps régulé par une résonance limbique continue, rendant la perspective de la séparation non pas triste, mais biologiquement inconcevable pour des tissus qui ont appris à respirer à travers l'autre, lorsque nous observons de près ce que le langage courant désigne par le mot « yogwe », vide, vide, nous découvrons que cette terminologie est biologiquement inexacte, voire trompeuse pour celui qui souffre.
Ce que vous ressentez après une rupture ou un détachement brutal n'est pas le calme plat d'une pièce déserte, mais le tumulte assourdissant d'un système de régulation qui s'effondre. Imaginez une seconde un orchestre symphonique qui perdrait subitement son chef d'orchestre en pleine représentation. La musique ne s'arrête pas instantanément, elle devient dissonante, chaotique et erratique. C'est exactement ce qui se produit dans votre physiologie. Le vide est en réalité une surcharge sensorielle et nerveuse, une zone de turbulence extrême où votre organisme cherche frénétiquement à retrouver des repères qui ont disparu au niveau neurochimique. Cette expérience s'apparente à un véritable état de sevrage aussi puissant et dévastateur que celui observé lors de l'arrêt d'une substance narcotique. Point. Pendant la phase d'attachement, votre cerveau s'était habitué à recevoir des doses régulières et prévisibles de neurotransmetteurs apaisants et euphorisants, tels que l'ocytocine, la dopamine et les endorphines. Déclenchés par la présence, la voix ou le contact de l'autre. La disparition de ce stimulus externe plonge vos récepteurs neuronaux dans une famine chimique soudaine. Le circuit de la récompense, cette structure ancestrale qui motive nos comportements de survie, se retrouve en alerte maximale, hurlant son besoin de satisfaction et générant une agitation anxieuse qui n'a rien de psychologique, mais tout de mécanique. Cette détresse se manifeste alors physiquement, car, pour le cerveau, la frontière entre douleur émotionnelle et douleur somatique est extrêmement floue. Les recherches en imagerie cérébrale nous ont révélé que le rejet social et la perte d'un être cher activent les mêmes zones du cerveau que la douleur physique réelle, notamment le cortex singulaire antérieur. Lorsque vous dites que vous avez mal au cœur ou que vous sentez une oppression thoracique, ce n'est pas une image littéraire. C'est votre nerf vague qui réagit. C'est votre système nerveux autonome qui bascule en mode sympathique, le mode du combat ou de la fuite, inondant votre sang de cortisol et d'adrénaline. Votre corps est mobilisé pour affronter une menace vitale, mais comme la menace est l'absence même de l'autre, cette énergie mobilisée tourne à vide, créant cette sensation d'implosion intérieure. Le vide est donc la manifestation d'une erreur de prédiction massive de la part de votre cerveau. C'est une machine à anticiper qui continue, par habitude synaptique, de projeter la présence de l'autre, d'attendre sa réponse, sa chaleur, sa régulation. À chaque instant, il envoie des signaux d'attente et ne reçoit en retour que le silence. Ce décalage constant entre ce que votre biologie attend et la réalité de l'absence crée une dissonance cognitive et physiologique insupportable. Un état d'alarme perpétuel où l'organisme s'épuise à chercher un équilibre homéostatique, devenu impossible sans la coopération de ce partenaire externe qui fonctionnait comme une prothèse invisible de votre propre bien-être. C'est à cet instant précis que nous devons affronter la véritable sentinelle qui garde les portes du lâcher-prise. Une peur viscérale, logée bien en deçà de notre conscience rationnelle, qui agit non pas comme une réflexion, mais comme un frein d'urgence biologique. Il est fondamental de comprendre que cette incapacité à tourner la page ne témoigne pas d'un manque de volonté ou d'une faiblesse de caractère, mais de l'activité frénétique de vos structures cérébrales les plus anciennes, notamment l'amygdale, cette petite amande située au cœur du système limbique qui gère nos mécanismes de survie les plus archaïques. Pour cette partie primitive de votre anatomie, forgée au cours de millions d'années d'évolution, la priorité absolue n'est pas votre bonheur, votre épanouissement
ou votre paix intérieure, mais uniquement votre sécurité immédiate. Et dans la logique implacable de la survie, la sécurité est synonyme de prévisibilité. L'inconnu, ce territoire vierge que représente le détachement, est perçu par votre cerveau reptilien comme la menace ultime. Lorsque vous envisagez de lâcher prise, vous demandez à votre système nerveux de s'aventurer dans une zone qui n'a pas encore cartographié, un espace où il ne possède aucune donnée sensorielle préalable pour anticiper les dangers potentiels. Face à cette incertitude, l'organisme réagit avec une aversion profonde et immédiate, préférant instinctivement maintenir un lien douloureux mais familier. Plutôt que de risquer le néant imprévisible de la liberté. C'est l'équation brutale et efficace du point de vue évolutif. Une souffrance connue est gérable, car le corps sait quelles hormones sécréter et quelles défenses mobiliser, tandis que le vide de l'après représente un risque mortel potentiel. Une jungle obscure où l'isolement était autrefois synonyme de mort certaine pour nos ancêtres. La dynamique explique pourquoi nous retournons inlassablement vers nos souvenirs, pourquoi nous ruminons le passé et pourquoi nous maintenons vivante la douleur de l'absence. C'est une tentative désespérée de notre biologie pour rester en terrain connu. À chaque fois que vous essayez de vous détacher, votre amygdale sonne l'alarme, inondant votre corps de signaux de détresse, d'anxiété et de tension musculaire, vous persuadant physiquement que vous êtes en danger de mort si vous abandonnez ce lien. Le cerveau crée alors des rationalisations, des excuses et des espoirs infondés, non pas parce qu'il croit en un retour de l'autre, mais pour apaiser cette angoisse de la séparation et ramener l'organisme vers l'homéostasie relative de l'attachement, même si cet attachement est devenu toxique ou fantomatique. Nous sommes donc prisonniers d'un paradoxe neurobiologique où notre désir conscient d'avancer se heurte à un mur de protection inconscient, une barrière chimique qui interprète la solitude nécessaire à la reconstruction comme une agression vitale. Reconnaître ce mécanisme est le premier pas vers l'apaisement, car cela nous permet de dissocier notre identité de nos réactions automatiques, de voir cette peur non comme une vérité prophétique sur notre avenir, mais comme le trépidation mécanique d'un système nerveux qui a simplement besoin d'être rassuré sur sa capacité à survivre seul, nous invitant à traiter cette résistance intérieure non avec jugement, mais avec la patience infinie que l'on accorderait à un animal effrayé, refusant de quitter sa cage ouverte. Heureusement, la biologie ne nous laisse pas sans ressources face à cette impasse, car si notre cerveau possède la capacité vertigineuse de s'enfermer dans la douleur, il détient aussi, gravé dans sa structure même, la clé de sa propre libération, de la neuroplasticité. Ce terme, souvent galvaudé, désigne en réalité une mécanique cellulaire d'une précision redoutable qui nous offre la possibilité Pour traverser le vide laissé par l'absence, nous ne devons pas simplement oublier avec notre esprit, mais engager notre matière grise dans un vaste chantier de reconstruction physique, un processus que les neurobiologistes appellent l'élagage synaptique, qui consiste littéralement à défaire les autoroutes neuronales que nous avons construites et renforcées jour après jour avec l'autre. Imaginez votre cerveau comme une forêt dense où chaque interaction, chaque souvenir et chaque habitude partagée avec l'être aimé
à tracer un chemin large et facile à emprunter. Lâcher prise, c'est accepter de ne plus fréquenter ces sentiers, de laisser les ronces de l'inactivité les recouvrir progressivement pour que l'influx nerveux cesse d'y circuler par automatisme. C'est une opération biologique active et non passive, un véritable travail de déconstruction qui explique pourquoi le deuil amoureux s'accompagne souvent d'une fatigue écrasante, presque grippale. Votre cerveau, qui consomme déjà près de 20% de votre énergie corporelle au repos, doit soudainement mobiliser des ressources colossales pour inhiber les anciens circuits et en forger de nouveaux, détournant le glucose et l'oxygène habituellement alloués à l'action vers ce travail de terrassement intérieur, vous laissant épuisé sans que vous ayez quitté votre lit. Ce processus de recablage est l'essence même de la guérison, car il s'agit d'une rééducation fondamentale de votre système nerveux autonome qui doit réapprendre une compétence qu'il avait déléguée. L'autorégulation. Durant l'attachement, vous aviez confié les clés de votre apaisement à l'extérieur. Désormais, il faut, synapse après synapse, enseigner à votre nerf vague qu'il est capable de ralentir votre cœur et de calmer votre respiration sans assistance externe. C'est un apprentissage qui ne se fait pas par la force de la volonté, mais par la répétition de micro-expériences de sécurité. Des instants minuscules où vous prouvez à votre amygdale que la solitude n'est pas synonyme de danger mortel. Nous devons donc envisager cette phase, non comme une punition, mais comme une convalescence nécessaire, une période de plasticité intense où l'architecture de votre identité est malléable et vulnérable, prête à être redessinée. C'est un acte de patience biologique où nous laissons le temps aux nouvelles connexions de se myéliniser, c'est-à-dire de se renforcer et de devenir plus rapides, transformant peu à peu l'effort conscient de vivre seul en une compétence naturelle et inconsciente, rétablissant une homéostasie qui ne dépend plus de la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre, mais qui puise sa source dans la résilience autonome de votre propre biologie. Au terme de cette lente métamorphose neuronale, nous assistons à un phénomène fascinant de reconversion sensorielle où la nature même de ce que nous appelions le vide se transforme radicalement. Ce que votre cerveau percevait initialement comme un néant menaçant, une zone de privation insupportable, comparable à une famine, se révèle progressivement être ce que la biologie nomme une disponibilité fonctionnelle. Car dans l'économie stricte du vivant, l'espace n'est jamais une erreur. Il est la condition préalable à toute croissance. Observez la physiologie cellulaire. Pour qu'une cellule puisse se diviser et proliférer, elle a besoin d'espace. Pour qu'un poumon puisse se gonfler et oxygéner le sang, le diaphragme doit s'abaisser et créer une cavité, prouvant ainsi que la vie ne peut s'étendre que là où le plein a cédé la place. Cette vacuité que vous redoutiez tant n'est donc plus un abîme stérile, mais un champ de possibles physiologiques, une jachère nécessaire où votre organisme récupère l'énergie colossale qu'il dépensait autrefois, à maintenir un lien dysfonctionnel ou à lutter contre la douleur de son absence. C'est une redistribution massive de vos ressources métaboliques. Tout ce glucose, cet oxygène et cette activité nerveuse qui étaient monopolisées par la rumination, l'attente et la gestion du stress relationnel, sont désormais réinvestis dans votre propre vitalité, alimentant votre créativité, votre immunité et votre capacité à interagir avec le monde présent. Vous passez d'un état de survie, focalisé sur le manque, où le corps, libéré de sa contracture perpétuelle, retrouve une fluidité de mouvement et une amplitude, redécouvrant le plaisir simple d'habiter sa propre peau sans attendre qu'une main extérieure vienne la valider. Cette étape marque l'avènement d'une véritable souveraineté physiologique. Une autonomie qui n'est pas un isolement froid,
mais une stabilité interne robuste. Vous ne cherchez plus à l'extérieur un régulateur pour vos tempêtes émotionnelles, car votre système nerveux a réappris la mélodie de son propre apaisement, intégrant la solitude non comme une pathologie, mais comme un espace de repos et de régénération. Le bonheur change alors de définition chimique. Il ne dépend plus de ces pics de dopamine erratique liés à la validation d'autrui, mais s'ancre dans une production plus constante et subtile de sérotonine, l'hormone de la sérénité et de l'équilibre. Lâcher prise revient finalement à s'aligner sur la grande intelligence silencieuse qui régit votre corps depuis votre conception. Cette sagesse tissulaire qui sait cicatriser les plaies sans que vous ayez besoin de lui donner d'ordre conscient, qui sait renouveler chaque cellule de votre être et qui comprend que, tout comme l'expiration doit précéder l'inspiration, le détachement n'est pas une fin, mais le mouvement physiologique indispensable qui permet à la vie de s'engouffrer à nouveau en vous avec toute sa puissance rénovatrice.